Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce que j'anime depuis maintenant de nombreuses années, dans lequel je reçois des commerçants, des e-commerçants qui viennent me raconter leurs recettes gagnantes pour vendre mieux et plus en ligne. Mais je reçois aussi parfois des experts sur certains sujets et c'est le cas aujourd'hui. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa, cabinet de conseil en strat digital avec une mission simple, aider les marques à bien se raconter pour mieux vendre. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Victoire Richard, qui est conseil en propriété intellectuelle industrielle. Industrielle, propriété industrielle. C'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps et que j'ai jamais abordé sur le panier, qui nous concerne tous et toutes, entrepreneurs et même créateurs de contenu d'ailleurs. On en a le cas plus récemment chez nous. Moi, ma première expérience, elle a été assez terrible. L'une des boîtes que j'ai lancées quand je suis rentré en France depuis New York était une boîte qui proposait des applications gratuites tous les jours. Et comme on visait le marché européen, on l'avait appelé en anglais Free Apps 365, une app gratuite tous les jours, tu vois. Et on s'est fait... on a reçu un jour une mise en demeure d'un grand acteur du digital en France que je vous laisse toutes et tous deviner. Et même si la marque était déposée, même si on l'utilisait, même s'il n'y avait aucun lien, aucune... En fait, les démarches étaient tellement lourdes, on a vu le bulldozer arriver, qu'au bout de quelques mois, on a lâché l'affaire et on s'est dit, ça sert à rien, il faut choisir ses combats. On a changé de nom. Je sais plus d'ailleurs quel nom on avait choisi, mais je fais coucou à mon ex-associé Jonathan Benoudi, c'était il y a presque 20 ans. Bref, c'est un sujet qui nous arrive, qui nous concerne tous. Parfois, il faut se battre, parfois, il ne faut pas. Mais surtout, par où faut-il commencer ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut déposer ? Qu'est-ce qu'il faut défendre ? Comment se défendre ? Quel type de mésaventure il peut nous arriver ? C'est toutes les questions que j'aimerais te poser aujourd'hui, Victoire. Un grand merci à Thomas Pellegay d'Email Club, qui nous a permis... cette introduction et qui m'a dit tiens, tu voulais faire un épisode sur l'API, je te propose de recevoir Victoire. Bonjour Victoire. Bonjour Laurent, merci, enchantée, merci de l'invitation. Très 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 drôle l'histoire avec Free. Enfin, je sais pas si c'est très drôle parce que c'est pas facile. Oh, c'est loin derrière. Je pense qu'il y a voilà. Oui. Une marque renommée ou notoriété assez forte, ça a un peu empêché, même si ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, ravie de faire ce podcast ensemble, en espérant apporter des choses concrètes pour la communauté. Mais j'en suis certain. Et donc, tu es conseil. Exactement. Conseil en propriété industrielle, spécialisé en droit des marques et dessin et modèle. Alors, c'est une profession qui est réglementée, pas forcément très connue par rapport à la profession d'avocat ou avocat en pays. Mais voilà, il faut savoir que c'est pas le barreau qu'on passe, mais on a d'autres examens. On a à minima 3 ans de pratique et après des écrits, des oraux pour valider. Et ensuite, en fait, on représente nos clients, on est mandataire devant les offices, autant en France qu'au niveau de l'Union européenne. Et en fait, nous, on va travailler avec tout un réseau aussi international de confrères ou de concerts basés par exemple en Chine ou aux US, sur d'autres territoires sur lesquels on va accompagner en fait nos clients dans la protection de leur marque. Et donc le métier de conseil vraiment en propriété industrielle, CPI, c'est qu'on accompagne nos clients donc en amont du dépôt de leur marque sur une recherche d'antériorité. Ok, est-ce que le nom est disponible ? Est-ce que Free 365 est disponible par exemple ? Est-ce que les marques proches, j'imagine. Exactement, les marques proches. Ensuite, on va dire, en fait, on fait un petit peu les démarches concrètes du dépôt de ta marque. Est-ce que tu déposes en France ou est-ce que tu agis en fonction de où tu distribues, où est-ce que tes produits sont commercialisés ? Ça, c'est des questions aussi qu'on a... Et qu'on va aborder. Et qu'on va aborder, qu'on va se poser. Et ensuite, on va défendre sa marque. Donc, imaginons un tiers à un nom proche du sien, comment on fait pour se défendre. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui un peu englobe la profession de CPI. Également, valoriser sa marque lors d'un rachat ou autre. Question con, mais quelle différence entre la propriété intellectuelle et la propriété industrielle ? Alors, propriété intellectuelle va regrouper aussi le droit d'auteur, ouais. À la différence de la propriété industrielle qui ne regroupe pas le droit d'auteur. Mais aujourd'hui, dans notre métier, nous, on est marque et dessin et modèle. Et en fait, dans le dessin et modèle, il y a toujours une petite question de droit d'auteur. Donc, s'il y a ces genres de questions, nous, on est amenés et on traite le métier, on sait y répondre. En revanche, entre CPI, il y a une distinction à faire. Nous, on est marque, dessin et modèle et pas brevet. Parce qu'en fait, brevet, il faut être également ingénieur. Il faut avoir le double diplôme. Voilà. Compris. Pourquoi il faut déposer sa marque ?
Pourquoi il faut déposer sa marque? Parce que c'est vraiment important dans le sens où c'est un actif très fort dans sa société. Demain, il y a des investisseurs qui viennent, ça, ils regardent. Et ils regardent, est-ce qu'il y a une marque déposée? Comment elle a été déposée? Est-ce qu'elle a été bien déposée? Donc, c'est un actif vraiment important. C'est également un levier de facilité pour se défendre. Beaucoup plus facile aujourd'hui. Vous avez un problème, un tiers qui reprend votre marque sur Meta, Amazon. En fait, vous n'avez pas votre marque qui est déposée et enregistrée. C'est la double notion. Et c'est problématique. Vous allez avoir plus de mal, on va dire. Vous pourriez bien sûr vous défendre, mais ça va être plus compliqué. Parce qu'effectivement, vous allez avoir un nom de domaine, un site internet. Ça va vous permettre de vous défendre sur ces points-là. Mais en fait, déposer une marque, et en plus c'est rapide et facile, bon, même s'il y a vraiment des nuances à apporter, au niveau, en tout cas au niveau de l'INPI, on a l'exclusivité en fait du nom. Oui, on a abordé le sujet avec Michael Weiss de Shapeart sur le sujet des marketplaces. Pouvoir se défendre quand on est squatté sur le marketplace, c'est pas facile, mais ça l'est déjà un peu plus quand on a effectivement la possibilité de prouver que la marque nous appartient. Exactement. Tu as parlé d'investisseurs, c'est aussi une manière de valoriser. Une marque, c'est un actif immatériel qui a un poids en termes de goodwill sur... Exactement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut déposer? Qu'est-ce qu'on peut déposer? Donc déjà, on peut déposer son nom, ce qu'on appelle donc une marque verbale. Donc on va déposer... on va déposer son nom, j'en sais rien, j'ai par exemple Danone en tête, voilà. On peut déposer également aussi son logo, donc on appelle ça dans ce cas une marque figurative, surtout si c'est assez stylisé. On peut déposer l'un sans l'autre? On peut déposer l'un sans l'autre et c'est même parfois recommandé de faire les deux. De faire deux dépôts séparés. Exactement. Ok. Pourquoi? Pas tout regrouper ensemble, pas forcément conseillé. Pourquoi? Imaginons demain votre logo, il évolue drastiquement. Eh bien, en fait, vous êtes toujours protégé avec votre marque verbale. Parce qu'il y a des conditions après en fait, d'exploitation de votre marque. Au bout de 5 ans, vous devez démontrer que vous l'exploitez. Enfin, du moins, un tiers pourra vous... Sinon, se défendre en disant « vous n'exploitez pas votre marque », etc., pour nettoyer un petit peu les registres. Donc voilà, ça, c'est vraiment les deux formes, on va dire, les plus concrètes. Après, il y a, par exemple, est-ce qu'on peut aussi aujourd'hui déposer des marques 3D, des marques sonores, des marques de position, enfin vraiment, on a différentes catégories. Ça va être parfois plus compliqué pour ce type de marque d'enregistrer. Une marque sonore? On peut... Un jingle, ça. Par exemple, Netflix avait tenté d'enregistrer. Badoum? Oui. Ok. Mais... Pardon, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui. Badoum. Ok, ils ont essayé de le déposer? Oui, mais ça n'a pas été accepté par le IPO. C'est un petit peu... Par le IPO, donc c'est l'Office de l'Union européenne. Donc voilà, c'est un peu touchy. Sur ce genre de questions, souvent, il vaut mieux être accompagné parce que c'est parfois un long chemin semé d'embûches. Voilà, c'est par exemple aussi le cas des slogans. Ça va être difficile de vouloir déposer un slogan. Il faut vraiment qu'il y ait un effort cognitif. Voilà, c'est pas toujours simple et facile d'accès ce genre de protection. Mais en tout cas... Attends, vas-y, le détail. On peut pas déposer un slogan. Ou c'est si, difficile. On peut, mais c'est difficile. Bien sûr, mais on peut. Donc si je voulais déposer demain, 100% des gagnants ont tenté leur chance parce que ça n'a pas été déposé par la Française des Jeux. Alors peut-être si je veux l'utiliser, pardon, et qu'ils ne l'ont pas déposé. Oui, alors ils pourront quand même se défendre sur d'autres principes. Ok. Parasitisme, concurrence déloyale, etc. Mais en fait, il faut que il y a un processus connectif, un effort d'interprétation de la part du consommateur. Ça peut pas être uniquement un slogan promotionnel. Moins cher. Non, voilà. Moins cher, c'est pas possible. Ok. Oui. Mais 100% des gagnants ont tenté leur chance. Il y a un petit effort cognitif. Peut-être que j'avoue que là-dessus, j'avais pas regardé celle-là. Non, mais c'est l'exemple qui me venait en tête. Donc une marque sonore. Quand on préparait l'épisode, tu m'as aussi parlé d'une marque de position. C'est quoi? Et donc, par exemple, ça va être sur des chaussures. On va mettre, par exemple, ASICS, en fait, leur forme. On va pouvoir considérer peut-être que c'est une marque de position. Que le consommateur, en fait, en identifiant ce signe, c'est renvoyé à l'entreprise qui est derrière. Donc, c'est différent du logo? C'est différent aussi, oui, du logo. J'ai du mal à visualiser ce que c'est une marque de position. Donc, en fait, c'est par exemple, sur une chaussure, en fait, on positionne l'emblème, en fait, le logo, on va dire, à ce niveau-là.
Ah, marque de position, littéralement, l'endroit où se trouve Exactement. le logo. Okay, Exactement. ça, c'est défendable. Enfin, c'est déposable. C'est déposable. Après, c'est des protections qui sont parfois plus difficiles à obtenir parce qu'il y a plus de conditions. Enfin, il n'y a pas forcément plus de conditions, pardon, mais l'office parfois va être un peu plus strict dans son analyse. Ok. Et du coup, on a des recours quand il y a une... Exactement. On peut contester un refus provisoire si l'office considère que la marque n'est pas distinctive ou est descriptif. Donc ça, c'est possible. On peut aussi, sur certains plans, comme marque verbale, marque figurative, démontrer qu'on a acquis un caractère distinctif par l'usage. Ça, c'est une fois que, typiquement, vous n'avez pas déposé votre marque au début, parce que vous vous êtes dit, OK, elle n'est pas non plus hyper distinctive, elle est peut-être un petit peu faible, mais je vais aller très fort sur le marché, très vite, très gros. Je vais peut-être aussi pouvoir revendiquer ce caractère de la distinctivité acquis par l'usage. Ok. Et donc, il y a une coopération au niveau européen, au niveau mondial, sur les marques. Moi, je dépose à l'INPI. Ensuite, on verra le process ensuite, mais il y a bien une coordination. Plus ou moins. Ça dépend des pays. Il y a une coordination, on va dire, en France et l'Union européenne. Mais après, chaque office a sa manière de réglementer. Donc, l'office chinois, l'office US ne va pas faire le même examen qu'on va retrouver en France ou en Angleterre ou en Union européenne. Encore en Angleterre, c'est encore un peu différent. Est-ce que comme ça, il y a des pays où tu trouves que c'est plus compliqué d'avoir des validations ou plus simple ? Il y a, par exemple, les États-Unis, c'est plus compliqué parce qu'en fait, leurs agents, les examinateurs, vont faire de ce qu'on appelle des recherches de disponibilité. Et donc, ils vont regarder si le nom de votre marque déposée n'a pas été déjà déposé par un tiers, soit pour une marque, pour des produits identiques ou des services identiques, ou pour donc une activité proche, ou une activité proche. Et ça, on ne retrouve pas cette recherche de disponibilité qui est faite par les examinateurs au niveau de l'Union européenne ou en France. Ça, c'est pas un contrôle qui est fait, alors que c'est un contrôle qui est fait, par exemple, en Chine ou aux États-Unis. Donc, on va avoir des refus provisoires sur lesquels il faut se battre et dire « mais non, ma marque, elle est pas similaire à celle que vous avez relevée, on n'est pas sur le même domaine, etc. » Ok. On a parlé du dépôt classique. Est-ce qu'il y a d'autres canaux pour déposer ou protéger une... Alors, c'est vrai que parfois, on envisage sa marque, mais si on vend des modèles, des produits, ça peut être intéressant aussi de protéger, bien sûr, ses designs, en fait, la forme, l'apparence de son produit. Je sais que nous, dans notre cas, par exemple, on travaille avec Flytex, les genouillères, et on l'a accompagné sur tout ce qui est la protection de ses modèles, parce que, en fait, pareil, demain, beaucoup plus facile pour se défendre. Si un tiers reprend le même modèle, on pourra agir plus facilement. Voilà. Il y a d'autres protections, il y a aussi le brevet. Enfin, voilà, là, dans ces cas-là, c'est d'autres mécanismes à mettre en place. Cool. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Comment ça marche ? Comment est-ce qu'on dépose sa marque ? Oui, complètement. Pour ceux qui ne l'auraient jamais fait aujourd'hui ? Oui. Alors, peut-être qu'en amont de rentrer dans le vif du sujet, il y a quelques points qu'il faut aborder, quelques questions à se poser. Notamment, vérifier la disponibilité de votre signe. Parce que concrètement, comme on l'a dit, en France, en Union européenne, les offices ne vont pas le faire. Donc, votre marque va être enregistrée alors que peut-être qu'un tiers a déjà en fait le nom de la marque. Et donc, premièrement, rechercher sur Internet. Enfin, de toute façon, je pense que souvent, quand on est dans une boîte de e-com, on veut un nom de domaine qui est libre et du moins, on ne veut pas ou alors que le nom de domaine soit proche de celui d'un tiers qui vendrait la même activité, parce que ça n'aurait pas, je pense, d'impact pour la vente de ses produits. Donc voilà, déjà, dans un premier temps... Attends, tu me dis que quand je dépose à l'INPI ne vérifie pas ? Non, tu peux déposer Nutella. Il n'y aura pas de... Mais c'est complètement débile, pardon, je me suis jamais posé cette question. Pour moi, c'était évident qu'il y avait une sorte de filtre. Mais en revanche, Ferrero, je pense bien sûr à une veille sur sa marque. Donc demain, tu déposes Nutella et il t'envoie un courrier de mise en demeure en disant merci de retirer votre marque. Et si vous ne la retirez pas, on va faire une opposition, etc. Tu as vraiment plein de mécanismes. Mais il y a une sorte de période tampon, temporaire ? Oui, t'as en fait... tu déposes ta marque, c'est pas instantané. Ouais. T'as au moins 6 mois, à minima 6 mois pour permettre son enregistrement. Mais c'est les 6 mois qu'a Nutella pour m'embêter ? Ils ont 2 mois.
Ils ont 2 mois en France, 3 en Union européenne. Après, il y a d'autres actions. Une fois que Oui, la une marque fois est que la marque est enregistrée, déposée, ouais. tu peux faire une action en nullité devant aussi les offices. Mais Voilà. je dépose ma marque, je sais pas, le 27 juin, avant les vacances d'été, Ah non, mais en me disant qu'il sera en vacances le 1er septembre. Nutella m'appartient, la marque. Non, je raisonne par l'absurde, mais, Oui, mais non, ça non. pourrait arriver. Oui, ça peut. Bah, il y en a, hein. Ok. Ils se défendent. Mais Bon, le faites pas, hein, c'est complètement débile, évidemment, parce que le 2 septembre... le 2 septembre, vous recevez un demeure, courrier, exactement, mais et donc- vous avez perdu les taxes. Hein, et l'office ne rembourse pas les taxes. Et s'il y a eu des honoraires d'avocat, ou d'un CPI, Non, mais ce pense à serait penser que complètement la débile, mais personne c'est sûr ne pour le... vous Voilà, n'irait pas dans cette voie, mais compris. Donc, recherche, évidemment. oui, recherche soi-même. évidemment. Alors déjà par soi-même, ok, mais le mieux, je prêche ma paroisse, c'est sûr que c'est d'aller voir un CPI, exactement, pour s'assurer que son projet est valable, parce qu'en fait, on va faire des recherches plus poussées. Nous, on travaille en fait avec des prestataires qui en fait nous envoient aussi des recherches sur les registres qui eux extraient, et donc on va identifier si la marque est similaire, parce que c'est là où un petit peu le cœur du problème. C'est pas forcément que la marque est identique, parce que souvent en plus on peut l'identifier, mais si c'est une marque qui est similaire, et ben en fait on peut considérer qu'il y a un risque de confusion pour le consommateur ou d'association. Donc c'est un petit peu, on va dire, un peu plus touchy. C'est aujourd'hui difficile, parce que c'est vrai que les registres sont un petit peu, pas saturés, mais ils sont bien remplis. Il existe beaucoup de marques. Donc voilà, ça c'est des peut-être premiers points. Aussi peut-être se dire, est-ce que ma marque est bien distinctive, donc c'est-à-dire est-ce qu'elle est arbitraire. Déposer crayon pour vendre des crayons, ça va pas passer. Voilà, ça ce sera contrôlé par l'office. Mais Free pour vendre de l'accès à Internet gratuit? Oui, je pense que c'est assez arbitraire. On fait pas en fait un rapprochement. C'est arbitraire en tant que tel, et donc Et Orange pour vendre des téléphones aussi, parce que c'est oui. pas direct et c'est non, pas... ok. c'est pas direct, etc. Pareil, c'est pas descriptif. On sait pas. Pardon à tous les employés d'Orange, excusez-moi, je réduis pas votre mission à vendre des téléphones, on est bien d'accord, mais je C'est bien simplifiais. pratique. Ok. Donc ça va être des points. Alors parfois, il existe des marques qu'on rencontre dans le marché et qu'on les voit et on se dit comment ils ont passé l'enregistrement, c'est pas très distinctif, mais en fait, parfois on se rend compte que derrière, c'est plutôt le logo en fait qui a été protégé, parce que justement, voilà, c'est aussi parfois des manières de contourner. Donc un CPI va aussi vous dire, par exemple, votre marque là, elle est moyennement distinctive. Peut-être que si on l'accompagne d'un logo assez fort, on peut éviter de contourner ce refus. Il y a ça, exact, et aussi par exemple, un peu marque licite. Il ne faut pas que ce soit contraire à l'ordre public. Ça, ce sera regardé par les offices France et Union européenne et autres. Mais alors je vais pas prendre d'exemple précis, si je pourrais. Non, mais si je crée une marque demain qui s'appelle Le Bon Peigne, par exemple, c'est pour vendre des peignes. C'est problématique. C'est problématique? Oui, ça sera sûrement refusé. Mais en revanche, avec un logo, ça, ce sera sûrement accepté. Avec un logo assez fort, oui. C'est quand même assez risqué. Vous avez tous et toutes compris que je faisais référence à la bonne brosse, que c'est le premier qui m'est venu en tête sur quelque chose d'assez non arbitraire, t'as dit, c'est oui. ça? Oui. Mais oui. Alors, c'est risqué quand même pour l'entrepreneur. C'est pas un de mes clients, mais je sais que j'avais regardé déjà leur protection, et je crois que la marque Verbal avait été refusée. Peut-être qu'aujourd'hui, ils pourraient redéposer parce qu'ils ont ils ont acquis peut-être un caractère distinctif acquis par l'usage, mais ils étaient protégés par leur logo. Quand mon CPI me dit essaye d'être un peu plus distinctif, exactement, vaut mieux l'écouter, parce que c'est quand même un risque assez grand de voir débarquer oui. ou de pas pouvoir, par exemple, on en parlait tout à l'heure, me protéger sur Amazon quand quelqu'un arrive avec les bons peignes. Exactement. Et puis ça vous permet aussi de pouvoir réagir si un tiers reprend le même nom que vous, en fait, plus facilement aussi là-dessus. Ok. Donc voilà, dans les distinctif, questions... disponible. Ouais, exactement, à se poser, donc la disponibilité du signe. Se poser la question, quel format? Qu'est-ce qu'on protège? Est-ce qu'on protège uniquement la forme linéaire, donc le nom? Est-ce qu'on protège aussi le logo? Donc voilà, parfois, il faut combiner les deux avec les autres formes qui existent, comme on en a parlé. Pour quelle activité? À quoi sert notre produit?
sachant que quand on dépose une marque, on la dépose pour 10 ans et c'est indéfiniment renouvelable. Donc parfois, il faut aussi se dire... Indéfiniment ? Oui. Je crois qu'il y avait une Non, pas pour les marques. croyance, tu vois, populaire. Non Dessin et modèle, 25 ans en c'est France ça, UE. ok. Donc tu dois les renouveler tous les 5 ans. Brevet, 20 ans. Et tu dois les renouveler tous les ans. Enfin, parfois, tu peux faire un peu plus que tous les ans. Donc non, ta marque, tu peux l'avoir ad vitam aeternam. Et donc pour ça, ça va être parfois aussi intéressant de se dire, ok, et quel est votre projet aussi à moyen terme ou long terme, par exemple, je sais pas, est-ce que vous vendez des vêtements? Est-ce que demain vous vous dites pas aussi, je vais vendre des sacs? Et puis ou alors, ok, je vends des compléments alimentaires. Est-ce que je vais pas aussi vendre dans un autre domaine assez proche? Donc ça, c'est des questions à se poser en amont parce que on a ce qu'on appelle des catégories sur lesquelles on doit répondre. Et en fait, c'est le principe de spécialité. On va être protégé uniquement sur les produits qu'on a couverts dans notre dépôt. Donc il ne faut pas non plus se louper et se dire bon, bah là, je loue des vêtements. Je fais de la location de vêtements et en fait, je ne suis pas exactement protégée dans ce cœur de métier parce que j'ai protégé les vêtements. Alors, c'est des connexions. Enfin, on peut démontrer que ça reste très proche en cas pour se défendre, mais c'est vrai que voilà, bien poser où est-ce que est mon activité. On a ce qu'on appelle la classification de Nice, qui est clairement modulable. Il ne faut pas forcément tout déposer dans la catégorie, ça n'a pas forcément toujours de sens. Et alors se dire aussi, il ne faut pas tout couvrir, et se dire ok, je fais dans tout, parce qu'on a une obligation d'usage au bout de 5 ans. Alors, il n'y a personne en France... Qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans ? Voilà, il y a personne en France ou en Union européenne qui viendra toquer et dire votre marque, montrez-moi qu'elle est utilisée, sinon elle est déchue. C'est le cas aux États-Unis. Par contre, aux États-Unis, ils vous demandent des preuves d'usage et si vous ne démontrez pas les preuves d'usage, votre marque est considérée comme abandonnée. Sur sa catégorie. Sur la catégorie, exactement. Sur la catégorie. Ouais. Et c'est parfois très dur. J'ai des clients qui m'ont déjà dit, mais enfin, je comprends pas, ils n'ont pas tapé sur Internet. Et je dis non, les emails ne tapent pas sur Internet, malheureusement. Il faut faire l'effort de lui fournir les preuves en disant, oui, ma marque est bien utilisée pour des chaussettes, pour cette catégorie de vêtements, donc je peux la maintenir. Et en fait, c'est-à-dire que demain, en France, en tout cas, vous déposez dans d'autres classes sur lesquelles vous n'exploitez pas. Un tiers est intéressé par ce même nom et pourra dire, si vous vous défendez, écoutez, vous n'utilisez pas votre marque, donc en fait, là-dessus, vous n'avez plus vraiment de droit. Voilà. Ok, compris. Et ensuite, il y a les territoires. Exactement. Se dire, ok, où est-ce que je vends ? Donc, dans un premier temps, on est souvent en France, on est aussi en Union européenne. Surtout, par exemple, si on a des vêtements et qu'on fabrique au Portugal, est-ce que je protège au Portugal ou est-ce que je protège directement en Union européenne ? Parce que ça englobe 27 territoires, ça n'englobe plus le Royaume-Uni. Parfois, on peut se méprendre. Et par exemple aussi, mes produits sont fabriqués en Chine, c'est peut-être intéressant de partir pour se protéger là-bas. Parce que ça arrive en fait que des distributeurs, malheureusement, reprennent parfois le nom. Donc ça, c'est important, et sachant qu'on a en fait un mécanisme qu'on appelle le délai de priorité, où tu déposes ta marque en France, on va dire le 1er janvier, eh bien, tu as jusqu'au 1er juillet pour faire une extension à l'international. Ce qu'on appelle, ou d'agir dans ce délai de priorité. Donc, tu peux déposer, par exemple, ta marque au niveau de l'Union européenne le 1er avril et bénéficier d'un effet rétroactif. Donc, en fait, tu seras protégé au 1er janvier. Et ça, mais on a 6 mois pour le faire. On a 6 mois pour le faire. Oui, ok. Parce qu'en fait, ça, l'avantage, c'est que parfois, les finances ne le permettent pas dès le début de ton projet, parce que c'est là où c'est compliqué. Souvent, ta marque, tu le déposes au début, et que parfois, le point principal sur lequel tu as envie de mettre les finances. Donc, ça permet aussi de voir où est-ce que tu peux être dans 4-5 mois et de se dire, OK, j'attaque sur ce marché-là. Je garde en plus comme ça l'antériorité. Du fait de rétroactivité du dépôt. Compris. Sachant que plus il y a de classes, plus il y a de zones géographiques, plus c'est cher. Oui, exactement. Plus il y a de classes, plus il y a de zones.
plus les frais vont augmenter. Les taxes au niveau des offices vont être complètement s'augmenter, oui. Ok. Et donc concrètement, moi je dois déposer en Chine, aux États-Unis, en France et en Allemagne. Non, je fais que à l'INPI et ensuite ça... Alors non, ça va pas se près tout seul, mais exactement. On va être au niveau de la France et au niveau de l'INPI. Au niveau de l'Union européenne, le IPO. Donc on peut aussi se dire, en fait, je dépose pas en France directement à l'Union européenne parce que là, on couvre 27 territoires. Et après, on a ce qu'on appelle on est passé rapidement dessus, mais c'est EUIPO. Oui, exactement. Qui est l'Office de la propriété intellectuelle. European Union Intellectual Property Office. Oui, je le mets en anglais parce qu'en français, le nom est... EUIPO, très bien. Donc, soit je choisis la France, mais de la France, je peux choisir d'autres territoires, ou je choisis que la France quand je passe par l'INPI? Alors, quand on passe par l'INPI, c'est uniquement la France. C'est uniquement la France. Soit je choisis le UIPO et ça me protège sur les 27. Enfin, c'est indépendant les 27. Exactement. Okay. Ça va couvrir, c'est un titre unitaire, et ça va couvrir les 27 territoires de l'Union européenne. Ok. Et après, on a ce qu'on appelle aussi le mécanisme de la marque internationale. Donc là, il y a des petites conditions pour être éligible. Par exemple, parce qu'on doit avoir une marque, ce qu'on appelle une marque de base, donc soit une marque française, soit une marque de l'Union européenne, et en fait sur laquelle on va pouvoir étendre, ce qu'on appelle étendre à l'international, sa marque. Donc par exemple aux US, en Chine, au UK, en Suisse. En fait, ça va vraiment dépendre des territoires que vous souhaitez. L'avantage de cette marque internationale, c'est... donc on peut aujourd'hui cibler des pays et se dire dans 4-5 ans, en fait, je vais aussi partir en Asie, au Japon, plus précisément en Corée, mais aussi au Canada. Et ben en fait, je refais ce qu'on appelle des désignations postérieures. Donc l'OMPI, c'est basé à Genève, donc en Suisse, et c'est un office qui centralise le dépôt. Mais en revanche, il y a un petit disclaimer là-dessus, on n'est pas protégé à l'instant T. Parce que les offices restent indépendants et donc vont faire leur propre examen. Donc souvent, sur lesquels, par exemple, on parlait, aux US, on va avoir quasiment la plupart du temps, c'est typique, des refus provisoires. C'est pas la majorité des cas, mais on va dire que c'est une bonne partie des cas. Aux États-Unis, on aura un refus d'abord. Point. Oui. Okay. Mais c'est pas... Et clairement, c'est surmontable. Parfois, c'est parce qu'ils n'ont pas la même approche que nous. Idem pour aussi l'office... chinois. Alors, pardon, je suis très concentrée sur ces deux offices, mais je pense que c'est ceux qui ont le plus de sens. En fait, on n'a pas la même, parfois, interprétation de la classification de Nice, donc sur lesquels on s'appuie pour dire, en fait, je vends des vêtements. Et parfois, l'USPTO, donc aux US, va dire, OK, mais je veux, en fait, que tu précises exactement. Donc ça, c'est ce genre de refus typiques sur lesquels qui sont clairement surmontables, mais il faut le savoir parce qu'en fait, en plus, il faut passer par un mandataire local. Donc nous, on est en fait donc le CPI peut trouver des mandataires locaux. On a un réseau, en fait, c'est la richesse aussi de ce métier. On a un réseau de confrères à l'international, en Argentine, aux US, en Chine. Pour protéger sa marque en France, je dépose à l'INPI. Est-ce que ça empêche un acteur étranger de vendre un produit sous la même marque en France? On est d'accord? En France, oui. Oui, tu as le principe de territorialité. Ouais. En revanche, s'il le vend en Allemagne, ce sera plus difficile. Donc, aller protéger ma marque en Chine, c'est vraiment avec pour objectif de vendre en Chine. Oui, exact. Et en fait, même si on ne vend pas, ça a quand même un impact assez fort parce que ça permet en fait aussi de bloquer l'enregistrement au moins sur 3 ans. Donc, parce que là, chez eux, l'obligation d'usage, c'est au bout de 3 ans. Donc oui, il y a des points forts là-dessus. Ok. Ça coûte combien? Est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'il y a des subventions? Donc au niveau des taxes, on va partir à peu près à moins de 200 € au niveau de la France. Le IPO, on est plutôt autour de 850, donc des taxes bien plus élevées qu'en France, mais on couvre 27 territoires et puis c'est valable pour 10 ans. Par classe? Non, c'est... Ensuite, alors... Non, mais sans entrer dans le détail, mais si je dépose sur 2-3... Non, après, les frais se réduisent, mais le IPO, la deuxième classe, ça va être 50 €, puis la troisième, ça va être 150 €.
Et après, c'est que 150 euros. En France, ça va être 190 euros et ensuite 40 euros par classe supplémentaire. Par classe supplémentaire, ok. Donc voilà. Donc, non, c'est dégressif. Et au niveau de l'OMPI, ça va dépendre. Il y aura plusieurs choses à prendre en compte, mais souvent, c'est vrai que c'est à minima 800 ou 1000 euros au niveau des taxes. Et il y a aussi des subventions au niveau de l'Union européenne, ce qui peut être assez intéressant, surtout parfois quand on est une jeune marque. Par contre, il faut être une PME en France ou en Union européenne. Et ça couvre... Alors, cette année, là, on enregistre en janvier et ça devrait être la semaine prochaine, normalement, enfin début février, qu'ils réouvrent une session pour 2026. Ça fait quelques années que le IPO propose ça. Alors, l'année dernière, c'était de 700 euros l'enveloppe. Donc, voilà, ça ne prend pas tout. C'est uniquement sur les taxes, pas les honoraires de avocats ou CPI. Et voilà, il y a des conditions donc, là-dessus, mais ça peut être intéressant. Et il y a des démarches à faire en amont. Il ne faut pas déposer et après demander la subvention. C'est l'inverse. Il t'est déjà arrivé d'accompagner des boîtes qui déposent a posteriori ? Tu vois, j'utilise un produit depuis 2 ans parce que j'ai fait ça de manière artisanale, ça s'est développé. Je me dis un jour, bon, il faudrait peut-être y aller. Oui. Et des concurrents qui sont arrivés entre-temps ou des marques proches qui sont arrivées entre-temps ? Oui, c'est déjà arrivé, en tout cas, qu'on dépose a posteriori. Par exemple, j'avais accompagné Sova et elles existaient depuis très longtemps quand on a déposé leur marque. Et on avait identifié en plus des marques entre-temps qui avaient été déposées, qui pouvaient peut-être être problématiques. Après, le fait est que quand on a sa marque depuis, on va dire, plus de 2 ans, et qu'on l'utilise et qu'on l'exploite depuis aussi 2 ans, eh bien, on a un droit intérieur sur le nom de domaine. Donc, on peut aussi se défendre sur ces points-là. Tu as des droits quand tu prouves que tu exploites la marque depuis un certain temps ? Oui. Ok. Mais il faut vraiment l'exploiter. Tu peux pas dire oh non mais c'est bon, j'ai enregistré le nom de domaine et puis il n'y a rien, de toute façon il y a 404. Non, ça marche pas. Okay. En revanche, si on arrive à démontrer, on a des outils Wayback Machine qui en fait fait des captures d'écran de ton site internet à un temps donné, permet de voir qu'en effet ton site était bien actif à ce moment-là. Mais c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment pour ça que je disais en amont, au début, la protection via la marque est tellement plus facile à mettre en place en fait derrière, entre guillemets, pour se défendre, que c'est intéressant de vraiment privilégier cette approche aussi. Compris. Petit coucou à Eva de Sova et vous toutes et tous, je vous recommande d'écouter son épisode qu'on a enregistré sur le panier qui est vraiment, vraiment intéressant. Eva de SovaCare. Voilà. C'est intéressant parce que ça nous permet d'entrer sur le chapitre suivant que je voulais aborder. C'est quelles erreurs les plus fréquentes tu as pu constater et qu'il faut s'éviter. C'est vrai. On a parfois typiquement le cas de... en fait, on est plusieurs associés ou alors on n'a pas encore créé son entreprise et on veut très vite déposer sa marque et protéger son nom. Très bon réflexe. Mais en fait, on va le déposer au nom d'un fondateur et pas au nom de l'entreprise. Donc, alors, si la société n'a pas été encore créée, fine, mais surtout, n'oubliez pas, dans ces cas, d'indiquer, soit dans les statuts ou dans d'autres papiers, qu'est-ce qu'on... pour céder, en fait, pour céder la marque. Idem, si on dépose en disant « Ok, en fait, ma société est en cours de formation », il y a une petite case qu'on peut cocher au niveau de l'INPI, il faut régulariser après la situation et surtout, c'est important parce que aujourd'hui, si votre marque elle est déposée à votre nom personnel et pas au nom de votre société, ça veut dire que en cas de défense, votre société ne peut pas vous défendre. C'est vous à titre personnel. Si vous êtes plusieurs associés, ça veut dire qu'elle appartient à un des associés et pas à l'ensemble de la société. Alors bien sûr, ça se remet en question. Il y a clairement des démarches, il ne faut pas refaire un dépôt au niveau de l'INPI, gardez votre antériorité. On peut changer le déposant ? Voilà. Okay. On appelle ça une inscription de transfert, de propriété, de transfert de titularité. Donc parfois, il faut le justifier par un contrat de cession. Ça va être demandé, par exemple, au niveau de l'INPI. Et d'ailleurs, à ce moment-là, souvent, on vérifie en me disant « Et votre nom de domaine, est-ce que c'est pareil ou est-ce qu'il appartient bien à la société ?» Parce que, encore, en fait, faut-il, pour se défendre sur son nom de domaine, qu'il soit bien détenu par la société qui l'exploite. Mais ça, je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois. Tu déposes un nom de domaine en ton nom propre, oui. Et ensuite la société te crée, et puis tu oublies de le transférer. Oui. Alors après,
bien sûr, avant d'envoyer dans ce cas-là un courrier de mise en demeure à un tiers qui, en fait, tu fais les démarches. Mais c'est bien de se dire peut-être en amont, Mais on peut vérifier. considérer qu'il appartient à la société quand il a été déposé par un fondateur. Est-ce qu'il n'y a pas de contrat ou il faut quand même un contrat de cession? Il n'y a pas d'obligation sur le contrat de cession. Après, c'est quand même mieux pour le nom de domaine. La marque, oui. Mais c'est tout de même mieux parce que souvent, dans ce cas-là, la marque a parfois été déposée dans les mêmes conditions. Donc, on ajoute aussi le nom de domaine à la cession. Ok, Voilà. Intéressant. Mais on peut donc le faire, et ça, comme quand on facture société en formation, là, on peut déposer pour une société qui est en formation. Exactement. On peut déposer ok. pour une société qui est en cours de formation, et vraiment, ça, c'est super. Juste après, il faut régulariser. Donc, au niveau de l'INPI, il va, par exemple, donner en fait vos statuts, et en disant dans vos statuts, en précisant que vous avez agi au nom de votre société en cours de formation pour le dépôt de la marque, avec le numéro, et parfait. Ok, compris. Voilà, peut-être aussi de se dire, ok, est-ce que mon activité est-ce que je couvre bien toute mon activité dans mon dépôt de marque? Ça, c'est parfois aussi des erreurs qu'on peut identifier en se disant, malheureusement, le closet qu'on avait accompagné au tout début de la création du cabinet, c'est vrai qu'on avait identifié qu'ils n'étaient pas forcément très protégés au niveau de leur cœur de business. Et donc, on avait permis de régulariser la situation. Donc, tu rajoutes des classes, tu refais un dépôt. Tu refais un dépôt. Un dépôt, pardon. Tu peux pas... Non, tu peux supprimer des produits ou des services de ton dépôt, mais tu ne peux pas en ajouter. Donc, c'est pour ça qu'au début, la question se pose, OK, donc quoi je suis couvert? Pour quel domaine d'activité? Où est-ce que je vais? Donc, voilà, ce genre de questions. Si je reste sur ce point, il y a un truc intéressant, c'est que souvent tu crées une boîte, mais tu crées ensuite une ligne de produits ou une collection qui a son propre nom. Oui. Et je sais pas, Decathlon qui crée, les noms m'échappent, mais Between ou par exemple. Oui. Et tu redéposes une marque. Tu redéposes. Donc, une société peut détenir de nombreuses marques, évidemment, et ensuite chacune sur ses classes et sa verticale. Exactement. Ah oui, les grosses entreprises comme Decathlon ont clairement un portefeuille de marques hyper conséquent. Parce que parfois, en plus, tu vas être amené devant... OK, en France ou en Union européenne, elle a été acceptée totalement, mais aux États-Unis, en Chine, en fait, il y a eu des refus provisoires, il y a eu des tiers qui se sont opposés à ta marque ou autre. Et en fait, ta protection, parfois, va être un petit peu parfois limitée sur certains produits ou services aussi. Donc, il y a la complexité de savoir ça, où est-ce que c'est protégé, comment c'est protégé. Ce que je vois aussi souvent sur le panier, c'est des marques qui se créent en France, par exemple, et puis qui vont tester l'international. On teste sur Amazon l'Italie pour voir si ça prend, et puis ensuite on s'est dit, j'y vais vraiment. Ne pas oublier, j'imagine, à ce moment-là, d'élargir. Complètement. Ok. De se dire, alors si on est encore dans son délai de priorité, génial, on peut se dire, en effet, ok, vu que je suis partie à l'international, que j'ai testé le marché et que ça marche, je dépose ma marque au niveau de l'Union européenne ou au niveau Benelux, Italie, si c'est seulement les marchés qui sont intéressants. Donc ça, clairement, parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle le principe de territorialité. Je crois qu'on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Votre marque est protégée uniquement là où elle a été déposée et enregistrée. Donc, et sachant qu'il y a un laps de temps entre 6 à 8 mois, par exemple, en France ou en Union européenne pour obtenir l'enregistrement de sa marque, si tout se déroule bien. Ça peut être plus long au niveau de quand on fait par l'OMPI, ça peut être 12 voire 18 mois. Donc, mais avec effet rétroactif ou pas forcément? Alors, pas toujours. Ça va dépendre. Ça va dépendre si on a agi dans les délais de 6 mois du dépôt de sa première marque. Oui, donc le délai de 6 mois, il y a, si on ajoute des zones à l'international, c'est rétroactif. Ensuite, non. Ensuite, non. Ensuite, dans ce cas-là, ce sera, on dépose le 1er août. Et bien, dans ces cas-là, la marque part à partir du 1er août. Et même, parce que son premier dépôt du 1er janvier, on a passé le délai de priorité. Ok. Et tu dis 12 à 18 mois dans certaines zones géographiques. Oui, ça peut être très long. Donc, c'est pour ça que parfois, il faut s'y prendre en avance pour se dire, OK, pour voir, pour anticiper en fait au mieux. Exactement. On a des rappels automatiques? Non, pas du tout. Donc, il faut bien se noter ou être accompagné, évidemment. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de rappel automatique des offices. Si maintenant le IPO envoie,
Mais encore faut-il, je pense, être que ce soit encore sa bonne boîte email, etc. Mais en tout cas, l'INPI, ce n'est pas le cas. Donc clairement, il faut se noter. Donc c'est 10 ans pour les marques et puis c'est 5 ans quand on dépose un design. Et valable jusqu'à 25 ans. Et si au bout de 10 ans, je la renouvelle pas et que je me rends compte 1 an plus tard? Alors, on a un délai de grâce. Et ça, on a un délai de grâce de 6 mois. Donc, c'est pas énorme. Et si c'est au bout d'1 an, du coup, on redépose la marque. Alors, on perd l'antériorité, ce qui est fort dommage, parce qu'on perd une antériorité de 10 ans. Donc, entre-temps, il peut y avoir des marques qui sont déposées et puis on se retrouve contrefacteur. Alors, bien sûr, non, parce que... On pourra prouver qu'on utilise quand même la marque, même si elle n'est pas déposée. D'accord, ok. Ouais. Qu'on a d'autres leviers, qu'on a d'autres droits, sa dénomination sociale, son nom de domaine, voilà. Cool, hyper intéressant. Alors, maintenant, de l'autre côté, on utilise ma marque. Quels sont mes recours? Ou plutôt, moi, je dépose une marque et j'ai pas fait attention. Quels sont les recours des autres? Oui, c'est vrai. Il y a des cas typiques de conflits, nous, sur lesquels on accompagne nos clients et on va leur expliquer comment on peut réagir. Donc, par exemple, quand on dépose sa marque, ce que je te disais, on a un délai entre 6 à 8 mois sur lequel les tiers ont un délai de 2 mois pour réagir pendant sa publication quand c'est publié en France ou de 3 mois quand c'est en Union européenne. Et en fait, donc ça, on va pouvoir ce qu'on appelle faire une opposition et donc démontrer que... alors, ça va dépendre. OK, dans quelle partie on est? Imaginons, on se dit, là, moi, je reçois un courrier de mise en demeure. J'ai ma marque d'e-commerce et puis ma marque est en phase de publication. Je reçois un courrier de mise en demeure. Les premières peut-être questions à se poser, c'est OK, quels sont les droits intérieurs qui me sont invoqués? Est-ce que vraiment, est-ce qu'ils sont valides? Est-ce qu'ils sont utilisés s'ils sont ce qu'on appelle assujettis à obligation d'usage? Donc, en fait, ça fait plus de 5 ans que la marque est enregistrée. Souvent, est-ce qu'on peut se dire, est-ce qu'il y a une solution amiable? Nous, notre métier de conseil, vraiment, on va être là pour trouver un arrangement. Est-ce qu'on peut limiter l'activité? Parce que, imaginons qu'ils sont dans un secteur très précis et est-ce qu'on peut se dire, OK, on a visé la classe 31 parce que ça vise l'alimentation générale, mais ça vise aussi l'alimentation pour animaux. Et en fait, eux, ils sont dans l'alimentation pour animaux. OK, est-ce que dans ces cas-là, si on retire ce produit-là et si on s'engage qu'on ne va pas dans ce domaine, on est OK? Oui, on est OK. Puis de toute façon, leur opposition ne porterait que sur ce point-là. Et donc, ça dépendrait après du projet du client. Donc ça, mais on peut aussi donc s'opposer. Donc on peut aussi envoyer un courrier de mise en demeure. On peut vraiment faire la démarche dans l'autre sens une fois que sa marque a été enregistrée, ou même quand elle n'est pas encore enregistrée, on peut faire ce genre de démarche. Et si ça doit aller plus loin qu'un courrier de mise en demeure, si on n'y parvient pas à trouver un accord, on a ce qu'on appelle une opposition. Donc c'est devant les offices, devant l'INPI, devant l'UIPO, où on va donner un argumentaire pour dire OK, il y a un risque de confusion parce que les signes sont visuellement, phonétiquement, conceptuellement similaires, que les produits soient identiques ou très proches parce qu'ils partagent la même nature, ils ont la même destination. Donc ça, c'est un effort quand même à fournir parce que c'est pas un argumentaire par-dessus la jambe. Non, il faut vraiment démontrer le risque de confusion ou d'association pour que l'INPI ou le IPO aille dans notre sens ou dans le sens contraire, parce qu'on peut aussi bien sûr se défendre en disant on n'est pas d'accord avec cette position qui est tenue, voilà. Mais sachant que si l'INPI dit OK, vous avez raison, effectivement la marque vous appartient et cette marque elle vous pollue, la marque dans ce cas-là est refusée. La marque est refusée. Le dépôt est refusé et donc en fait et donc ensuite il faut que j'aille attaquer la société en disant vous n'avez pas le droit de distribuer ces produits. Enfin tu vois, voilà, on est au début d'un process. C'est ça. Mais souvent dans ces cas-là, si sa marque est refusée à l'enregistrement parce qu'il y a un tiers, on va, je pense, pas aller au-delà parce qu'on va du coup se dire OK, oui, ça c'est dans le cadre d'une opposition lors de la création. Je dois changer mon branding et en fait c'est là où c'est important d'intervenir en fait dès rapidement le dépôt de sa marque, parce que la période d'opposition permet quand même de voir une tendance. OK, est-ce qu'un tiers réagit à mon dépôt? Alors c'est pas un blanc-seing, mais ça permet en tout cas d'avancer clairement, parce que de se dire
D'accord, demain, dans le sens, c'est pas un blanc-seing, dans le sens où quelqu'un peut après, derrière, faire quand même une action en nullité. Mais on permet de voir la tendance, de se dire, OK, c'est bon, ça passe, mais sinon, voilà, ça veut dire rechanger tout son rebranding. On a marketé tous ses logos, tous ses produits. C'est un coût. C'est un coût énorme. C'est un coût énorme. Ce qu'on a vu beaucoup aussi pulluler ces dernières années, je trouve, c'est les copies de sites internet. Oui, effectivement. Qui prennent le consommateur à défaut et lui font croire que. Exactement. Et ça, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, ça se multiplie. Donc, dans ces cas-là, ce que je dis à mes clients, et en tout cas, je les conseille là-dessus, c'est de contacter peut-être l'hébergeur dans un premier temps, parce qu'ils ont une certaine responsabilité. La dernière fois, c'était Circle Sportwear, un site qui les copiait totalement. Et je leur avais dit, OK, peut-être dans un premier temps, vous pouvez aussi contacter directement de votre part, ça ira peut-être aussi rapidement, l'hébergeur pour obtenir le retrait. Et ils l'ont obtenu parce que vraiment, c'était copie conforme, convention légale, vraiment très, très frustrant. Je pense qu'on est dans cette situation. Il y a aussi une lettre de mise en demeure. Alors, soit à l'hébergeur directement, soit au contrefacteur, mais malheureusement, souvent, ces personnes-là font un peu la sourde oreille parce qu'elles ont de façon repris le site à l'identique. Et voilà. Mais ça peut quand même avoir un impact. On l'a déjà vu, que ça suffit. Que ça suffit pour débrancher le site, quoi. Exactement, Ouais. pour stopper la chose. Parfois, on doit aller plus loin. On appelle dans ce cas une plainte UDRP. Donc là, ça se passe au niveau de l'OMPI, le même office basé en Suisse à Genève, où là, en fait, c'est indépendant. Alors, entre guillemets, la procédure est rapide, entre à peu près 6 semaines, et sur lequel, en fait, on doit démontrer des conditions comme la mauvaise foi de ce tiers-là. Donc, en fait, si c'est clairement une copie conforme, on va pouvoir démontrer les conditions et de dire... donc, en plus, il y a une absence d'intérêt légitime de ce tiers d'exploiter ce site Internet et sur lequel, en fait, on va obtenir le retrait, donc la suppression du site ou le transfert à son nom. Donc ça, c'est des procédures intéressantes aussi à mettre en place si on doit aller jusqu'à là. UDRP, alors j'ai googlé en parallèle, c'est Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Exactement. Je comprends pas. Ah oui, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Oui, voilà, le domaine name n'est pas en... Compris. UDRP, copie de site. Et ce qu'on a abordé, ce dont on a parlé en tout cas au début de l'épisode, on dit que c'est bien de déposer sa marque parce que souvent on est squatté en pub ou en marketplace, sur Meta ou sur Amazon. Qu'est-ce que je peux faire là ? C'est vrai. Dans ces cas-là, donc marque déposée puis enregistrée, avec Meta ou Amazon, on va pouvoir leur dire, écoutez, voici ma marque, mes produits, etc. Là, il y a une contrefaçon. On reprend ma marque. Est-ce que, dans ce cas-là, on demande une procédure de takedown, en fait, de retrait sur Meta ou sur Amazon. Et ils sont réactifs ? Ils sont normalement réactifs, oui. C'est assez Sinon, réactif. ils se sont tapés sur les doigts, quoi. Sinon, ils se sont aussi tapés sur les doigts. Alors là, c'est vrai qu'on passe en fait en dehors des offices, mais ils vont être assez réactifs. Alors parfois, Amazon, il faut aussi savoir, ils vont demander que la marque soit bien enregistrée et pas uniquement déposée. Donc ça, c'est un petit peu aussi frustrant parce qu'il y a un délai. C'est quoi la différence ? Eh bien, en fait, quand on dépose sa marque... Oui, pardon, c'est validé. C'est d'attendre jusqu'au certificat d'enregistrement. Et donc ça, c'est parfois, on va être dans une période de flou et ça va être difficile aussi pour se défendre. Mais en tout cas, une fois que ta marque est enregistrée, vraiment, je conseille d'aller l'enregistrer sur Amazon Brand Registry, qui va te permettre, en fait, eux-mêmes, Amazon, parfois, de pouvoir aussi identifier des violations de ta marque et de pouvoir reporter ça. Ok. Et oui, donc c'est assez intéressant parce que parfois, il y a des produits aussi de Chine, ça reste quand même, même s'il y a beaucoup d'efforts de fait, qui vont se retrouver sur d'autres territoires, aux US ou au Canada, et parfois, ça va être plus difficile. Avec mon design ou ma marque. Ouais,
ça va être parfois plus difficile à les défendre si on n'a pas été protégé sur ces territoires-là. Okay. Donc, compliqué. Voilà. Et quand on préparait l'épisode, tu me parlais aussi de concurrence déloyale et de parasitisme. C'est pas ce dont on vient de parler, justement ? Ça regroupe aussi un peu. Et en fait, souvent, on va combiner ces actions-là. Alors ça, ce sont des actions, pour le coup, qui sont menées devant les cours, devant les tribunaux. Donc nous, en tant que conseil, on ne peut pas, on ne va pas plaider devant les tribunaux. En fait, on est vraiment, on agit devant les offices. Mais en revanche, ça, c'est des notions sur lesquelles on fait part quand en fait on envoie un courrier de mise en demeure. Peut-être que la personne en plus en face est représentée. Donc dans ces cas-là, on parle par confrère, consoeur. Parfois, le dialogue peut être aussi plus facile dans ces cas-là. Et en fait, voilà, concurrence déloyale ou parasitisme, on va le mettre en avant en disant la reprise de votre marque ou inversement, ça crée une imitation, une confusion pour le consommateur. La notion de parasitisme, je sais que j'avais écouté l'épisode avec Lily Skin et que vous en parliez. Voilà, on va se mettre dans le sillage, s'immiscer dans le sillage de la personne et on va tirer un avantage économique en fait sans bourse déliée. C'est un peu désuet comme expression, mais en disant sans bourse déliée. Donc okay. Dans le sens où voilà, on fait des économies et on profite du savoir-faire, des investissements, de la R&D effectués par ce tiers. Donc ça, on peut complètement le mettre en avant pour avancer sur ce point-là. Et c'est défendable quand tu as deux marques qui ont des... Le sillage business, je l'entends, ok ? Ouais. Il y a quelqu'un qui trace une route sur, je sais pas, un nouveau produit de compléments alimentaires à base de, je sais pas, de plantes spécifiques. Dans les 6 mois, tu vois pulluler 2, 3, 4, 5 autres acteurs. Avec ton prisme à toi, qui est donc la propriété industrielle, si les marques sont différentes, si les sites sont différents, si les produits sont différents, c'est défendable ? Non. Dans ces cas-là. Enfin, c'est la libre concurrence. Oui, c'est ça. C'est... Okay. Parce qu'en fait, la propriété intellectuelle, c'est vraiment... En fait, c'est un droit qui... c'est une exception au marché de la libre concurrence. La réponse est évidente. Donc, en fait, ils sont... donc, vu que ça reste, entre guillemets, une exception, c'est pas le principe, eh bien, c'est cadré. Donc, non, ça... Okay. En fait, oui, non. Ça viendrait un peu à accaparer une idée. Dans ce cas-là, on peut pas, en fait... se dire bien sûr. J'ai eu l'idée, je veux que personne soit d'autre sur le marché, c'est pas possible. Super, écoute, c'est passionnant. Peut-être que pour terminer, j'ai plusieurs questions, mais la première, tu as dit tout à l'heure que la marque est déposée par défaut, en gros, qu'il n'y a pas de recherche. Qu'est-ce que je fais moi pour voir quelles marques sont déposées et éventuellement m'y opposer ? Comment je veille sur ma marque ? Alors déjà, oui, pour faire une veille sur sa marque, ça c'est vrai que c'est le cœur du métier de ces pays. On va mettre en place des outils, par notamment aussi des prestataires externes, et qui vont nous relever, en fait, une fois que sur un registre, une marque a été déposée qui serait identique ou proche de sa marque pour le même secteur d'activité, ou en tout cas pour les mêmes classes. Et en fait, parce que parfois même on a déposé sa marque de toute bonne foi et puis on a reçu un courrier de mise en demeure en disant en fait on était là auparavant, vous n'avez pas le droit de l'exploiter, alors qu'on s'était dit mince, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé qu'il n'y avait personne sur le point. Donc voilà, toute personne n'est pas de mauvaise foi. Mais et en fait cette veille va permettre de pouvoir réagir rapidement. Donc soit de trouver un arrangement amiable en envoyant par exemple un courrier de mise en demeure dans un premier temps. Soit d'aller plus loin s'il le faut, donc cette fois-ci en s'opposant, en étant l'opposant et en disant voilà, je suis là. Donc ça, c'est vrai que c'est important d'avoir une veille sur sa marque parce que ça permet de relever les registres. Et puis on peut en fait aussi voir les registres au niveau de l'Union européenne, parce que même si on a une marque française, il y a une marque qui est déposée au niveau de l'Union européenne, on peut s'opposer parce qu'on a des droits avec sa marque française. Donc ça, c'est des points importants. Et en fait, l'opposition, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est quand même rapide et c'est peu coûteux versus un
un procès, une action en contrefaçon. Donc il vaut mieux réagir assez rapidement, éviter aussi d'être forclos, de se dire bon, c'est pas très grave finalement, il est petit, il me posera pas de problème, et en fait dans 2, 3, 4 ans il grandit, et puis un jour il se fait racheter par un gros, et en fait en France on a la forclusion par tolérance au bout de 5 ans. Donc, alors, c'est au bout de 5 ans, à partir du moment de l'enregistrement, etc. La forclusion par tolérance. En gros, ça veut dire j'ai accepté que. Oui, j'ai accepté que. Je me suis pas opposé, donc c'est ça. Il a le droit. Ça, ouais. Okay. Donc, voilà. Bon, ça dépend aussi parfois au niveau de l'Union européenne. C'est pas toujours... c'est pas admis pareil, donc ça va dépendre de là où on agit. Mais c'est des notions à prendre en compte. Et aussi, également, les offices ne regardent pas du tout l'activité. Et vraiment, c'est une analyse in abstracto. Donc, ils vont vraiment regarder de comment vos marques sont déposées. Ils vont faire une comparaison A, une comparaison A'. OK, est-ce qu'il y a des ressemblances ? Si oui, la marque elle peut être refusée pour soit dans son entier, soit pas dans son entier. Donc ça, et se dire OK, bon mince, j'ai loupé le délai de publication, je me suis pas opposée. Bon, il y a toujours des procédures qui peuvent aujourd'hui être en place, qui ont été mises en place depuis quelques années maintenant, qui devant les offices, on fait des actions en nullité. Et par exemple, un dépôt qui est frauduleux de mauvaise foi, on peut pas c'est pas un argument qu'on peut mettre en opposition. Donc il faut parfois même attendre l'enregistrement de la marque et se dire OK, je sais que je vais pouvoir agir sur ce fondement-là, qui sera plus solide. J'attends. Et puis il y a voilà. Et après, il y a d'autres actions encore pour se défendre, comme action d'échéance si la marque n'est plus utilisée et qu'on se dit OK, parce que parfois en défense, la meilleure stratégie, c'est l'attaque. Et on s'est dit ah OK, je me fais attaquer par telle marque, mais elle n'est pas vraiment utilisée, donc je peux demander. Voilà, je peux demander des preuves d'usage. Aujourd'hui, on peut demander des preuves d'usage dans une opposition si la marque est enregistrée, la marque antérieure est enregistrée depuis plus de 5 ans. Et où on peut aussi introduire une action en déchéance. Donc ça, c'est une action autonome. Alors voilà, ça dépendrait après du contexte de savoir où est-ce qu'on se situe. Est-ce que c'est devant les offices ? Est-ce que c'est devant les tribunaux ? Mais ça, c'est vraiment des questions sur lesquelles on se pose. Et voilà, sur la veille de marque, important. Et puis peut-être dernier point, t'allais dire quelque chose, je t'ai coupé la parole ? Oui, pardon, de dire aussi de ne pas oublier les registres sur Internet, réseaux sociaux, effectuer aussi des surveillances sur les noms de domaine, par exemple. Et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, parce qu'on peut réagir assez rapidement, procédure de takedown sur Meta, enregistrer sa marque sur Amazon Brand Registry, parce qu'après, il y a des formulaires pour reporter des violations, des contrefaçons qui vont aller plus vite là-dessus. Ouais, pour terminer et puis atterrir, ça vaut combien une marque ? Ah, ça vaut combien une marque ? Eh ben, il y a beaucoup de questions sur lesquelles on doit se poser avant quand on cherche à valoriser la marque. C'est déjà, OK, est-ce qu'elle a été bien déposée ? Est-ce qu'elle couvre l'ensemble de son activité ? Est-ce qu'il y a eu des recherches d'effectuer en amont ? Est-ce que du coup le projet est sécurisé ? Est-ce qu'on a des litiges ? Est-ce qu'elle est vraiment surveillée ? Est-ce qu'il y a une surveillance sur la marque qui est portée pour pas que le consommateur confonde en fait quand il y a une deuxième marque sur le marché ? Et puis qu'est-ce qu'on veut valoriser ? Est-ce qu'on valorise la marque uniquement, ou est-ce qu'on valorise en fait toute la clientèle rattachée derrière ? Donc dans ces cas-là, on va avoir différentes méthodes de calcul à prendre en compte OK, comment on fait ? Et parfois, on va faire appel à des personnes externes qui vont en fait établir plusieurs conditions pour comprendre comment la marque a été déposée et comment on peut calculer sa valorisation. Donc voilà, on va prendre en compte en fait, est-ce qu'on cède uniquement la marque ? Est-ce que c'est la clientèle qui est rattachée derrière ? Est-ce que la marque est bien exploitée ? Parce que parfois, on peut être amené à racheter des marques. Et les questions se posent, parce qu'on parfois on bénéficie d'une notoriété de plus de, par exemple, 10 ans ou 5 ans, 6 ans, et c'est intéressant. Et en fait, donc ça, la question dans ce cas se pose quand on parle avec la personne en face de « Ok, alors à combien je te la rachète ?»
parfois la personne va aussi faire un petit peu monter les enchères et parfois on va dire oui, mais en fait ta marque ne peut pas vraiment exploiter. Donc voilà, c'est pas possible non plus de monter au-delà les enchères pour vendre la marque. Mais ça peut parfois vraiment, si la personne qui veut par exemple la racheter et que, on va dire que c'est une entreprise assez conséquente, elle peut mettre un ticket assez important. Il y a une fiscalité particulière sur la marque ? C'est un asset comme un autre ? C'est une fiscalité à prendre il y a des fiscalités à prendre en compte parce qu'on a on a une taxe sur la plus-value. Donc là-dessus, on va être imposé sur en fait surtout si elle est exploitée. Alors il y a vraiment c'est un régime complexe et assez particulier là-dessus où on travaille aussi dans ce cas avec des avocats fiscalistes. Ok. Parce que c'est pas hyper anodin. Et donc il y a aussi en fait après il faut enregistrer la cession, donc il y a les droits de mutation, mais en fait la marque comptablement parfois en fait est mis à 0 et donc en fait en cas de vente, et ben dans tous les cas elle va être soumise à l'IS. À l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Ouais. Ok. Voilà. Hyper intéressant. On a fait un grand tour, je crois, de tous les sujets que je voulais aborder. Est-ce que tu vois des choses qu'on aurait oubliées ? Non, peut-être se dire aussi, c'est ça, parfois ça peut être intéressant quand on a une surveillance, mettre sur une surveillance douanière. Voilà. Parfois, en France ou en Union européenne, on peut faire les deux. Comment on fait ça ? Sur le site des douanes, peut-être que je pourrais te donner les liens. Alors, ça va faire tous les ans. Et bon, et là-dessus, c'est aussi entre guillemets, un métier à part entière parce qu'il faut être assez réactif quand les douaniers vous contactent et en disant oui, c'est bien une contrefaçon. Enfin, en fait, il faut justifier. Voilà. Il faut justifier la contrefaçon, montrer en quoi les produits sont potentiellement contrefaisants. Donc ça peut être aussi intéressant parfois sur certains secteurs de marché de e-com. Ok, je trouve les infos sur douane.gouv.fr. Oui. Ou il y a un site spécifique ? Je pense que oui, normalement. Oui. Douane.gouv.fr. Victoire formidable. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, c'est très bien. On a fait un grand tour. Merci infiniment pour ton temps, ta transparence. Merci. Vous retrouverez Victoire sur LinkedIn, Victoire Richard, R-I-C-H-A-R-D, et sur son site richard-conseil au pluriel.fr, si je dis pas de bêtises. Exactement. Merci infiniment. Merci à toi. J'espère avoir répondu à vos questions. Mais... Tu as répondu aux miennes. En tout cas, merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du panier. À bientôt. Salut.